2014. Voilà, donc ah oui, et aussi j'ai mon propre business à Calgary. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés pour Si, bah, de toute façon, pour être complètement transparent, on s'est noté aussi pas mal de questions qui nous sont super. parvenues avant. L'idée, tu vas voir, donc là, j'ai lancé l'enregistrement. Donc, si tu pourras redire juste qui tu es en une Ouais, phrase. ça marche. Et l'idée, ça va être vraiment, peut-être que tu commences à nous raconter un petit peu ton histoire. Brièvement, quand est-ce que tu es arrivé, ce que tu as dit, 2010, le parcours un petit peu que tu as fait. Et puis moi, je te partagerai avec Bastien les questions qu'on a eues aussi en amont. Et pareil, dans le chat, les personnes qui sont présentes, si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, François, si tu as quelque chose à nous dire, c'est le moment. On a une expatriée, on va dire, de compétition avec nous. elle a quand même une belle expérience. Donc, justement, vos craintes, tout ce par quoi vous passez en ce moment, elle l'a vécu. Donc, vous pouvez y aller. Ouais. Donc, je te laisse te présenter rapidement et nous faire un petit peu ton histoire. Ça marche. Bon, alors je vais essayer de faire un condensé parce que j'ai pas envie non plus de vous faire un truc super long parce qu'il s'est passé 12 ans. Donc, effectivement, moi j'ai immigré en 2010. Alors, juste très rapidement, j'ai décidé d'immigrer en 2009. À l'époque, j'étais encore étudiante, j'étais en dernière année à l'université. Et alors pour la petite histoire, moi j'avais une copine en fait qui était à la fac et qui m'avait parlé du Canada. Parce que moi, je voulais aller aux États-Unis, en fait. Et puis bon, les États-Unis, c'est assez compliqué. D'ailleurs, j'en ai aussi parlé sur mon blog, si vous voulez aller voir ça. Mais j'ai aussi un long parcours avec les États-Unis, donc voilà, j'ai plusieurs trucs. Mais donc, du coup, cette copine avait vécu à Montréal et à Toronto dans les années 2000. Et elle m'avait parlé du Canada et elle m'avait dit mais pourquoi tu n'irais pas au Canada, le Canada c'est super sympa, ils prennent plein de gens. Moi je vous parle il y a plus de 10 ans, hein, donc je pense que les démarches étaient beaucoup plus faciles. Et je me suis dit, bah moi à l'époque j'avais la vingtaine, quoi, donc je me suis dit ah ouais tiens c'est une bonne idée. J'avais pas d'enfant ni rien, j'habitais chez mes parents, c'est pour vous dire. Voilà. Et donc, il y avait. Alors, je sais pas, moi, exactement quelles sont vos démarches actuellement, mais moi, à l'époque, il y avait le BIQ, là, le BIC, qui était donc le bureau du Québec pour les gens qui voulaient immigrer là-bas. Et à l'époque, j'étais avec mon mari, et donc je lui dis, mais pourquoi on n'irait pas se renseigner sur le Québec? Et donc, je crois la semaine d'après, en fait, on s'inscrit pour aller à la session d'information. Et on se dit, bah ouais, tiens, en fait, c'est sympa. Pourquoi pas faire un dossier pour aller au Québec. Donc, on était en mars 2009. Vous voyez, donc ça fait quand même un bail. Et donc, on fait le dossier. Et puis, je crois que c'était en septembre, on se dit, bah, on va quand même aller visiter le Canada parce qu'en fait, on ne connaissait pas du tout. Non, vraiment, on n'avait jamais été au Canada de notre vie. Moi, je connaissais bien les États-Unis, mais je ne connaissais pas du tout le Canada. Donc, on se dit, bon, bah, on va aller au Québec. Donc, on va à Montréal pendant 2 semaines et on visite et tout. Et on se dit, ah bah c'est sympa, mais on ne se voyait pas trop, nous, en fait, être dans la partie francophone. Donc, c'est pour ça que faire un voyage d'exploration, je trouve ça bien parce que ça permet quand même de voir un petit peu. Et donc, on se dit, bah, on va aller à Toronto. Mais donc en fait, on n'avait jamais été à Toronto de notre vie, quoi. Donc il se passe. Vas-y, pardon. Ouais, non, excuse-moi, je rebondis aussi sur l'histoire que tu dis. Donc, effectivement, c'est plus les mêmes façons d'immigrer, j'imagine, aujourd'hui. Voilà. Mais toi, est-ce qu'à l'époque, ça voulait dire que tu faisais un dossier pour pouvoir venir ou est-ce que fallait avoir un emploi? Est-ce qu'il y avait des choses particulières? Parce que je pense aux adhérents et aux personnes qui sont présentes, il y en a qui sont en démarche d'emploi, etc., pour savoir un peu comment ça a fonctionné. Absolument. Alors à l'époque, le Québec, donc on faisait une demande directement en fait sans emploi ni rien, donc c'était juste basé sur nos études, notre âge. En fait, il y avait toute une grille à points. Et il fallait juste. Donc, le dossier se faisait. C'était par papier. Hein. C'était même pas par Internet ni rien du tout. Hein. Donc, je sais plus, c'était un gros truc à monter. Et puis, il fallait prouver donc, qu'on avait fait des études pour qu'en fait, ils puissent après dire OK, ben, on recherche. Ce profil parce que ils ont fait tel type d'études, machin.
Et c'était beaucoup basé sur l'âge. Je me rappelle, il y avait beaucoup de points qui étaient attribués si on avait moins de 35 ans. Je crois que c'était 35 ans à l'époque. Et puis, donc ça fonctionnait comme ça. Et en fait, il y avait, à l'époque, il y avait moins d'1 an d'attente pour avoir la résidence permanente. Hein. Donc, c'était la résidence permanente que nous, on avait. En fait, on va te demander d'arrêter de raconter tout ça, tu vas déprimer tout le monde. Pas d'emploi, pas d'1 an d'attente. Voilà. Et alors, attendez, c'était moins d'1 an d'attente parce que moi, ça avait pris 1 an. Mais à l'époque, on pouvait l'avoir. Et donc, moi, ma copine, parce que je vous ai dit, moi, c'était ma copine qui m'avait parlé du Canada. Elle, à l'époque, c'était même pas 6 mois. Et elle avait immigré en 2000, je pense que c'était en 2000, un truc comme ça. Et en fait, à l'époque, personne n'immigrait au Canada. En fait, l'immigration de masse au Canada, ça a démarré en 2011. Donc, nous, on était avant, en fait, cette date-là. Et on arrive en 2010. Et après, il y a eu une immigration vraiment de masse où le Canada a poussé pour avoir des gens. Mais nous, à l'époque, il y avait beaucoup moins de gens qui immigraient. Et puis, alors, les gens qui immigraient à Toronto, les Français qui immigraient à Toronto, il n'y en avait quasiment aucun. C'était pas légion. Ah non, pas du tout, pas du tout. Donc, en fait, parce que bon, nous avec mon mari, on aime bien un peu faire un peu des trucs différents des gens. On aime bien le gros challenge. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est venu à Calgary. Hein, parce que quand on aime le challenge, on va à Calgary, quoi. Parce que bon, là, il y a quasiment aucun français, hein, vraiment. Et donc, oui, non, à l'époque, ça prenait vraiment moins d'1 an. Et nous, ça avait pris 1 an parce qu'en fait, il faut savoir, donc, nous, on habitait avec nos parents à l'époque. Et en fait, le dossier, on ne pouvait pas le faire en tant que conjoint de fait, ni en tant que personne mariée, parce qu'on n'était pas encore mariés. Et donc, il fallait chacun qu'on ait notre propre dossier. Et donc, on attendait qu'ils nous disent et tout, OK, c'est bon, c'est pas bon. Et quand je suis arrivée devant l'ambassade du Canada à Paris, en fait, on s'était mariés entre-temps et ils nous disent « Ah ben oui, mais non, mais le visa, ça va pas, celui qu'on voulait vous mettre, parce que c'est marqué que vous n'êtes pas mariés. » Et en fait, on avait envoyé tous les papiers à l'époque en disant « On s'est mariés, ouais, à la preuve. » Et quand on est arrivé, bien évidemment, ils étaient là « Bah non, mais nous, c'est pas du tout marqué ça. » Et donc, pas se marier. Voilà, fallait pas se marier. Donc, je me dis, voilà. Et c'était un 14 juillet, en plus, je me rappelle, parce que le 14 juillet n'est pas férié au Canada du tout, donc c'était ouvert. Et on était en queue leu-leu, je pense que c'est toujours pareil, hein, à l'ambassade. Voilà, et donc on attendait, et moi j'arrive, donc il y avait une grosse queue, quoi, j'attends l'heure, et j'arrive devant, et ils me disent « Ah mais non, mais ça va pas, on n'a pas ça, nous, dans le dossier. » Je dis « mais c'est pas possible. » Donc à l'époque, on attendait moins d'1 an. Mais bon, si vous voulez une longue attente, moi, pour aller aux US, parce que j'ai fait plusieurs demandes de visa, moi ça fait depuis 10 ans que j'attends, hein, donc si vous voulez, voilà. Si vous voulez une longue attente, les US, c'est très très long. Ouais, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Et donc finalement, la nana me dit non, non, mais bon, c'est bon, on va modifier le truc. Revenez dans 1 heure, on aura les visas imprimés collés en fait sur vos passeports. Et je reviens 1 heure après, tout était fait, donc super. Et donc on part au Canada 3 mois après. 3 mois après, donc moi j'avais un CDI à l'époque en France. Et alors là, pareil, c'est-à-dire que moi, parce que bon, maintenant, le Canada, c'est vrai que beaucoup de gens y vont, quoi. Mais moi, à l'époque, on était en 2010, il n'y avait pas tant de gens que ça qui y allaient. Moi, j'étais jeune diplômée, j'avais trouvé un CDI pas longtemps après la fin de mes études. Et j'avais tous mes copains, copines qui disaient c'est génial d'avoir un CDI et tout. Et je leur dis, bah non, mais moi, je pars au Canada, donc je démissionne. Et je pars au Canada, donc sans rien. Je ne connaissais même pas Toronto. Donc j'y vais, les gens me disent, mais t'es complètement folle, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, en anglais et tout. Et moi, j'avais jamais travaillé en anglais de ma vie. Alors je parlais très bien anglais, mais j'avais jamais travaillé en anglais de ma vie. Mon mari, par contre, ne parlait pas bien. Et on se dit, bah, tant pis, on va à Toronto, quoi. Donc, on avait la résidence permanente qui, effectivement, était pour le Québec. Alors, je pense que maintenant, c'est différent. Mais à l'époque, c'était compliqué. Voilà. C'était pas forcément compliqué parce qu'en fait, on pouvait avoir une résidence permanente qui était pour n'importe quelle province et on pouvait aller dans une autre parce que c'était la résidence. Je sais pas s'ils n'ont pas modifié ça. Quand les gens ont la résidence, là, pour les gens qui regardent et puis qui voudraient aller jusqu'à la résidence, quand on a la résidence, on peut aller dans toutes les provinces aussi, il n'y a aucun souci. Voilà. C'est qu'il y a par contre, il y a des programmes pour obtenir la résidence qui sont affiliés à certaines provinces et là, il faut vivre dans cette province-là. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et à l'époque, moi, ça n'existait pas, ça, en fait. C'est-à-dire qu'une province pouvait nous avoir acceptés, parce que nous, c'était le Québec, par exemple, mais on pouvait dire, en fait, j'ai pas envie d'aller au Québec, je vais aller à Toronto. C'est ce qu'on a fait.
Mm. Et donc, en fait, on arrivait à l'aéroport de Toronto. Et donc, on passe la douane et il y avait marqué Québec dessus. Et le douanier nous tamponne le truc, quoi. Il dit, bon, on s'en fout. Et donc, on arrive à Toronto. Moi, je vous dis, on avait jamais, même été à Toronto. Donc, Toronto, c'est quand même une énorme ville. Mais à l'époque, il y a beaucoup moins d'immigrés aussi, parce que, comme j'ai dit, l'immigration de masse a démarré en 2011. Donc, il y avait beaucoup moins d'immigrés, c'était moins gros. Et puis surtout, il y avait très, très peu de Français. Donc maintenant, à Toronto, il y a quand même. Et je te coupe, je me permets juste pour donner un ordre d'idée aux gens. Aujourd'hui, à Toronto, il y a 50% de la population qui n'est pas née au Canada, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est assez monstrueux. C'est pour vous donner la place que prend l'immigration aujourd'hui, C'est notamment en ça. Ontario. Voilà. En 10 ans, effectivement, c'est ça. Alors, à l'époque, c'était moins. Bon, il y en avait déjà quand même pas mal, mais il y en avait moins. Et donc, on arrive à Toronto. Et puis, en plus, il faut savoir que nous, j'habitais même pas avec mon mari à l'époque. Donc, j'habitais chez mes parents. Donc, on n'avait jamais vécu ensemble. Et donc, on arrive à Toronto. Donc, complètement nouveau pays, nouvelle ville. On parle anglais. Alors, il y avait des forums, en fait, à l'époque. Nous, on était sur des forums. Il y avait un forum qui s'appelait immigré.com, qui existe encore d'ailleurs. Il y avait un forum qui s'appelait Torontois, qui lui n'existe plus du tout, qui était avec des gens, quelques Français en fait, qui étaient à Toronto depuis très très longtemps, qui est un forum qui n'était pas beaucoup visité parce qu'encore une fois, il y avait très peu de Français à Toronto. Et donc on avait obtenu nous, nos infos via ces forums-là. Et donc on arrive, donc il faut qu'on se trouve un appartement. On a des affaires en fait qui arrivent de France. On n'avait pas de meubles ni rien, parce qu'on était chez nos parents, donc pour ça c'était facile, mais donc et après il faut trouver un boulot, quoi. Donc à Toronto, quand on est français, quand on est francophone, en tout cas à l'époque, la plupart des jobs qu'on vous propose, c'est des jobs de customer service. Donc c'est-à-dire que vous êtes au téléphone et vous répondez en français. Donc il y a tout le monde, toutes les boîtes le font, puisque le Canada a besoin de gens qui parlent français. Et donc, c'est surtout pour ça qu'on vous appelle. Donc, moi, j'ai fait un petit job là-dedans. Donc, j'étais au téléphone. Voilà. Donc, d'ailleurs, dans la boîte, il n'y avait pas que des gens qui étaient immigrés. Hein, il y en avait, mais il y avait aussi des gens qui étaient canadiens. Voilà. Et j'avais rencontré une Française, d'ailleurs, qui était en PVT dans cette boîte. Et qui, pareil, elle faisait que des petits jobs parce qu'elle elle se disait, bon, je vais faire 1 an et puis après je vais rentrer. Donc, j'avais connu là-bas. Mais moi, j'étais venue en résidence permanente. Donc, c'était vraiment pour moi, je voulais pas faire des petits jobs. Je voulais vraiment trouver un boulot. Et puis, finalement, j'arrive à trouver un boulot de 3 mois à l'Université de Toronto. Donc pareil, je crois qu'il y avait une version française en fait qu'il fallait relire sur un de leurs sites et tout. Donc j'ai fait ça pendant 3 mois. Et puis après, moi j'ai eu beaucoup de jobs quand je suis arrivée à Toronto, parce que trouver un job en CDI, c'est pas forcément super évident, et puis trouver un truc intéressant non plus. Et après j'ai fait un truc francophone pendant 1 an et demi, je crois. Donc là c'était vraiment en français. Mais moi, je me disais, bon, je veux pas. Moi, je suis pas venue je suis pas venue à Toronto pour parler français, quoi. Ça m'intéresse pas trop. Et puis, du coup, après, j'ai trouvé un boulot dans une boîte de consulting pendant 6 mois. J'ai fait ça, c'était tout en anglais, par contre. Et mon mari, lui, est resté, en fait, il bossait pour une grosse banque canadienne, mais il était au niveau des, je crois que c'était life insurance, donc il faisait les assurances vie. Donc c'était pas mal en fait, un truc pas de customer service, mais c'était fallait vérifier les dossiers des gens, les appeler, etc. Et lui, il a fait ça pendant 3 ans. Donc lui, vraiment, il a démarré son job, et le temps qu'on reste à Toronto, il a fait la même boîte, lui. Okay. Ouais, je vois. Et juste, pareil, je pense aussi un petit peu aux problématiques qu'ont les gens qui tournent autour de Canada Explorer. Ouais. Souvent, c'est aussi une possibilité pour les gens d'aller, par exemple, en Ontario, parfois à Ottawa, parce qu'il y a des facilités quand on va dans une province anglophone pour les Français. Donc, l'anglais est quand même pas obligatoire, mais en tout cas, il y a quand même une certaine maîtrise à avoir. Tu disais que ton mari, il parlait pas non plus, il n'était pas bilingue quand il est arrivé. Comment ça s'est passé pour prendre un emploi, etc. Donc mon mari il parlait vraiment pas bien anglais, hein, franchement. Et voilà, non, vraiment pas. Et en fait, donc il y avait, je sais pas si ça existe toujours, mais il y avait des cours gratuits en fait pour les gens qui étaient en résidence permanente.
Donc mon mari faisait ça et il a bossé aussi il a pris un petit job, je crois, pendant genre 3 semaines où il bossait dans un restaurant français. Donc il pouvait un petit peu pratiquer et tout, ça lui permettait de sentir un peu mieux et au niveau de l'anglais. Et il a fait des cours, du coup il a fait ses cours gratuitement là pendant peut-être je sais pas 2 mois. Et grâce à ça, ça lui a permis de trouver un job donc dans cette banque canadienne. Mais et après donc il a amélioré son anglais quand il était aussi dans cette boîte. Mais à la base, honnêtement, même quand il a eu son job dans la banque canadienne, je pense que l'anglais, il ne le parlait pas non plus. C'était pas courant, quoi. Je pense que c'est ça. L'idée, c'est parce que nous, parfois, on oriente un petit peu les gens qui sont dans des situations où ils se disent, enfin, ça peut être une option pour eux, et c'est pour leur dire aussi, pas avoir peur non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand l'anglais est clairement pas bilingue ou est pas maîtrisé à 100%, les entreprises canadiennes peuvent laisser des chances. Parfois, on commence un petit peu plus bas. Donc, voilà, c'est vraiment pour pas se démotiver. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est ça dépend si vous voulez commencer bas ou si vous voulez commencer au même niveau où vous êtes. Là, si vous ne maîtrisez pas vachement bien l'anglais, ça va être possible. Puis il faudra quand même être déterminé à l'apprendre rapidement quand même. Oui, c'est ça. Sinon, ça risque d'être compliqué quand même. Complètement. Mais il y a beaucoup de gens qui arrivent. Alors après, en PVT, les gens qui arrivent en PVT qui ne le parlent pas bien, bon, c'est pas grave parce qu'ils veulent faire, effectivement, ils veulent faire des petits jobs, donc c'est pas très compliqué. Mais en fait, pour trouver du travail au Canada, déjà, il y a 2 trucs. Il y a l'anglais, ça c'est clair. Mais en même temps, il y a ça, mais on est aussi face à des gens qui. Enfin, on est face aux Canadiens déjà, donc eux qui parlent anglais couramment forcément, mais plus tous les autres gens qui sont immigrés, qui ont autant d'expérience que nous, qui parlent peut-être anglais mieux que nous. Donc il y a l'aspect langue, mais il y a aussi l'aspect déjà passer un entretien, parce que passer un entretien au Canada, c'est pas du tout passer un entretien en France. Les questions sont pas les mêmes, il faut beaucoup se mettre en avant, etc. Donc il y a ça. Et puis après, c'est l'expérience sur le CV. Donc eux, ils sont quand même vachement intéressés par les expériences qui seraient au Canada ou aux États-Unis, si vous avez des expériences américaines. Ça, c'est quelque chose qui les intéresse. Franchement, les expériences européennes, à part si vous l'avez très très bien mis en avant comme un CV canadien, c'est pas quelque chose qui va forcément leur parler. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a toujours un temps un peu d'attente où il faut savoir comment faire, comment mettre en avant et tout, parce que c'est pas toujours évident. Après voilà, il y a aussi des gens qui viennent de France et qui trouvent des super bons jobs. C'est ça, pour rebondir là-dessus, c'est ce qu'on dit souvent, utiliser vraiment des CV au format canadien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à 2010, j'imagine, les expériences européennes sont vraiment valorisées, mais il faut encore les présenter comme ils ont l'habitude de les voir, de la bonne façon, bien mettre en avant, parce qu'effectivement, on travaille avec des employeurs, avec Bastien, on a déjà envoyé des CV tout bêtement. Il y a la photo en haut sur le CV, ils le jettent, ils le regardent pas. C'est pas, oui, parce que c'est pas, enfin, discriminant. Pour eux, on n'a pas le droit au Canada, quoi. C'est ça, même c'est interdit. Même si, bon, les gens ils vont regarder LinkedIn, donc ils savent exactement qui est qui. Ça. C'est un petit peu hypocrite, mais. Oui, mais il y a ce côté, non, on ne peut pas savoir. Alors qu'il y a marqué, bon, les études, on sait très bien l'âge qu'on a, quoi. Mais on n'est pas censé le mettre. Donc c'est voilà, on ne met pas l'âge, pas la photo, aucune information discriminatoire. Il faut être embauché pour. C'est ça, c'est très américain. C'est très ils ont besoin d'avoir un peu de matière sur certaines entreprises qu'on connaît au Canada ou aux États-Unis parce qu'elles sont dans les 2 pays. Il y a des entreprises françaises qu'on connaît moins, etc. Donc, ils ont besoin d'avoir un peu de matière sur les entreprises pour mieux comprendre ce que tu fais comme travail et dans quel environnement. Voilà. Mais après, encore une fois, si on s'est super bien expliqué à la canadienne, même une boîte qui n'est pas forcément connue, moi, j'ai réussi à avoir des boulots avec des boîtes qui n'étaient même pas du tout connues en France. Et voilà, et ça dépend comment on le vend, quoi. Si on vend super bien et qu'ils se disent, super, c'est exactement ce qu'on recherche, ça fonctionne, quoi. Et puis, entre guillemets, là, c'est aussi peut-être une des différences avec 2010, mais la pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui fait que nous, les entreprises, nous contactent, j'ai pas envie de dire tous les jours, mais très souvent pour nous dire on a besoin de personnes qui viennent de l'étranger. Donc, oui, c'est ça. Je pense que c'est ça aussi qui est bien. Effectivement, aujourd'hui, oui. En plus,
Je sais pas si c'est pareil en France, mais en tout cas, au Canada et aux États-Unis, c'est vrai que depuis 2020, il y a beaucoup le côté freelance et tout. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui quittent leur boulot pour se mettre freelance, etc. Et donc, il y a effectivement beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter. Moi, j'ai souvent des demandes sur LinkedIn où on me dit est-ce que ça t'intéresse, un full-time J'ai même des boîtes américaines qui me demandent. Bon, moi, je suis pas du tout intéressée, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant 2020. Ça, c'est très ici, quoi. Ouais, donc, exactement. Ouais, toutes les différences entre chez nous et chez eux, il y en a beaucoup. C'est ça, voilà, exactement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup l'aspect, freelance quand même ici, beaucoup aux États-Unis, beaucoup aux États-Unis versus le Canada, parce que le Canada est plus petit. Et il y a moins d'opportunités, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et je ne sais pas si en France c'est pareil où les gens quittent comme ça pour être freelance. Le marché de l'emploi n'est pas du tout le même, hein, c'est-à-dire que vaut mieux être au chômage au Canada qu'en France, on ne va pas se mentir. Mais donc forcément, ça change la donne. Après, est-ce que le statut freelance auto-entrepreneur s'est développé ces dernières années aussi, mais alors, par contre, chômage au Canada, on touche quasiment rien. Hein. Ouais, et puis donc, pas longtemps aussi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le chômage, là je parle pour le Québec, je ne sais pas s'il y a des différences, mais je crois qu'au Québec, il est de 6 mois maximum et il est sur des montants bien moins élevés que ce qu'on peut avoir en France. Après, la différence, c'est que la fameuse expression qui était mal passée à l'époque, mais traverser la rue pour trouver un emploi, c'est peut-être plus vrai au Canada, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut travailler au Canada, on travaille, quoi. Ça, c'est vrai, non, complètement. Mais d'ailleurs, personne veut être au chômage ici, quoi. Enfin, les gens. En fait, on touche moins que si on bossait. En tout cas, en Alberta, on touche moins au chômage que si on bossait au McDo. Hein. Donc, oui, c'est ça. Vaut mieux aller au McDo, quoi, que d'être au chômage. Parce que le chômage, c'est vraiment rien, quoi. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, c'est 50% maximum de ce qu'on touchait avant. Et en plus, il y a un maxi je crois que c'est assuré, c'était $70 000. Ce qui, honnêtement, au Canada, $70 000 n'est pas forcément hyper haut dans certaines provinces. Enfin, Toronto, Calgary, c'est pas très haut, hein, $70 000 par an. C'est sûr, quelqu'un qui touche ça à Montréal ou dans certaines régions du Québec, là, c'est un très bon salaire. Mais effectivement, Calgary, l'Alberta, l'Ouest ou Toronto, forcément. Ou Vancouver, par exemple, c'est pas. Ouais, voilà, Vancouver. Les loyers à Vancouver. C'est ça. Par rapport au coût de la vie, à la qualité de vie entre Toronto et Calgary, tu vois des différences, avantages, inconvénients de absolument. En fait, Toronto, d'abord, c'est très cher parce que tout ce qui est location, tout ce qui est achat de maison, je crois qu'en moyenne, on est sur $870 000 maintenant. Je crois que ça a même augmenté. Mais même dans les banlieues proches de Toronto, qui sont Mississauga, Markham, etc., c'est tout des maisons qui valent $1 million. Donc, voilà, c'est quand même bon. Pour vous donner une idée, pour $1 million, on va dire $1 million, c'est quelque chose. Mais en plus, $1 million, il faut avoir ce qu'on appelle un down payment, c'est-à-dire l'argent qu'on met et qu'on donne à la banque, il faut 20%. Un apport, voilà, c'est ça. Il faut 20% déjà. Donc, 1 million, ça veut dire qu'il faut $200 000 en cash qu'il faut donner. Donc, voilà, c'est quand même pas tout le monde qui a ça. Enfin, a priori, à Toronto, il y a beaucoup de gens qui ont ça, parce que sinon, il n'y aurait pas beaucoup de maisons qui se vendent. Mais 1 million, on est sur les prix bas. Hein. $1 million, on est sur les prix bas, on est sur des maisons qui tombent en ruine. Hein. Vraiment, parce qu'on est plus, Toronto, on est plus sur du 2,5, 3, 4, 5 millions, des maisons comme ça. Et on n'a pas un palace à $2 millions, hein, ça c'est clair. Hein. Non, ça c'est évident, on n'a pas un palace à $2 millions. Donc voilà, je sais que le Québec est beaucoup moins cher. Calgary est quand même beaucoup moins cher aussi, c'est-à-dire que pour avoir une belle maison, on va pouvoir être sur 500 000, même si ça a quand même beaucoup augmenté. Mais si on compare, Calgary va être au moins en termes de l'immobilier, je dirais 40% moins cher que Toronto, ça c'est sûr. Et après, alors par contre, Calgary, le temps, en fait, c'est en montagne et donc il y a de la neige qui est un peu tout le temps. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas, il peut neiger. On dit qu'il peut neiger tous les mois de l'année. Voilà. Alors j'ai jamais vu en juillet-août, ni en juin, je crois. J'ai jamais vu juin, juillet, août. Mais apparemment, il peut neiger. Et en fait, c'est très bizarre parce que c'est-à-dire que le temps à Calgary, on peut avoir une journée, bon,
pas en été, hein, mais en hiver, on peut avoir une journée qui va être à -20 et le lendemain, on va avoir plus 12 degrés. C'est très, très bizarre. Parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle un vent chaud qui s'appelle le Chinook, donc qui permet en fait de complètement changer la température de n'importe quel jour de l'année. Donc c'est assez, bon, ça arrive en hiver, ça. Donc c'est assez marrant. Donc en fait, les hivers sont beaucoup plus faciles à Calgary parce que c'est un climat qui est très sec qu'à l'est. Parce qu'à l'est, pour le coup, c'est très très humide. Donc à l'est, quand vous avez -20, c'est vraiment super froid. Alors que Calgary, bon, ça passe. Bon, c'est pas super, hein, mais ça passe. Mais un -20 à Calgary est beaucoup plus supportable qu'un -20 à Toronto. Après, le problème de Calgary, c'est que l'hiver, s'il est infini, quoi, faut être honnête. On avait encore de la neige la semaine dernière. Voilà, on avait encore de la neige. Donc ça s'arrête souvent en mai, ce qui est une horreur. Et après, les étés sont pas hyper chauds, c'est-à-dire que ça monte rarement à plus de 30 degrés. Alors qu'à l'est, à Montréal, à Toronto, vous pouvez avoir un ressenti à plus 40 degrés. Donc, c'est humide. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai eu la semaine dernière. Voilà, vous avez ça. Et donc, moi, j'aime beaucoup. Donc, j'aimais beaucoup ça à Toronto. C'est vrai qu'on l'a pas du tout à Calgary, où c'est un climat complètement différent parce que encore une fois, c'est la montagne. Donc, c'est complètement différent. Je ne sais plus qui disait ça au Canada il y a 2 saisons. Il y a l'hiver et le mois de juillet. Ah ouais, bon, alors, c'est pas forcément vrai à l'est quand même, parce que l'est, c'est quand même chaud. De mai à septembre, c'est quand même chaud. Il y a quand même 5 mois à l'est, c'est bien. Par contre, Calgary, Calgary, c'est vrai qu'il y a le mois de juillet. Bah, en plus, le mois de juillet, en fait, Calgary, le matin, il fait jamais chaud. Donc, c'est-à-dire que même en plein mois de juillet, le matin, il va faire 15 degrés, quoi. Donc, voilà. Et après, ça monte. Mais la nuit, il peut faire 5 degrés, quoi, en plein été. C'est pas bizarre. Tu me l'as pas vendu, là. Non, bah... Ouais, non, mais il faut dire le temps, franchement, il faut être honnête. Il n'y a personne qui vient à Calgary pour le temps. Et du coup, qu'est-ce qui vous a attiré à Calgary? Ben moi, j'ai eu un job, en fait. C'est-à-dire que donc, après Toronto, moi, j'avais eu une offre d'emploi aux États-Unis, à Washington. Et en fait, ça n'a pas fonctionné parce que l'entreprise était trop petite et en fait, ne pouvait pas obtenir de visa. Enfin, l'administration américaine ne voulait pas. Donc, on s'est dit, et en fait, donc, la boîte qui voulait me sponsoriser pour les US m'a dit, mais si tu veux, viens en France et on t'enverra en fait aux États-Unis parce que l'année prochaine, on pourra avoir le visa. Donc, moi, mon mari, il en avait un peu marre quand même de la banque parce que c'était pas vraiment un truc qu'il voulait faire. Donc, on est rentré en France. Et à ce moment, on est rentré à Paris, donc, parce que nous, on est originaire de Paris. Moi, je ne vais pas du tout rentrer à Paris, surtout quand on a vécu à Toronto, c'est complètement différent. Et bon, on est quand même rentré à Toronto et après 2 mois, je me suis dit, on est rentré à Paris. À Paris, voilà. Et après 2 mois, je me suis dit, non, mais moi, c'est pas possible, par contre, faut que je reparte. Et en fait, ma boîte, donc, qui était française, qui voulait m'envoyer aux US, je voyais que je me disais, le visa, ça va être galère, je sens qu'ils vont encore pas l'avoir. Et donc, je me dis, bon, je vais essayer de trouver un job pour retourner au Canada. Et mon mari, lui, disait, moi, je retourne uniquement au Canada si c'est un boulot. Donc, voilà. Et lui, il ne croyait pas, il pensait que je n'allais jamais trouver. Donc, c'est pas évident. Il faut être honnête, c'est pas évident de trouver quand on est en France. Et donc, je dis, bon, ok, défi accepté, quoi. Et donc, j'ai pas mal d'entretiens. Donc là, nous, on est rentrés en fin septembre et à partir de janvier, je crois que j'avais des entretiens au Canada. Donc, j'ai eu des entretiens avec Montréal, Toronto, non, pas Toronto, parce que Toronto, je voulais pas vraiment y revenir parce que c'était très, très cher, le coût de la vie, etc. En plus, moi, j'avais envie d'acheter une maison. Donc, je me disais, et c'était moins cher à l'époque, hein, et je me disais, non, mais j'ai pas envie de dépenser autant. Et puis, en plus, pour avoir un prêt, c'est basé sur les revenus qu'on fait. Donc, pour avoir un prêt à 800 000 $, il faut quand même toucher vachement d'argent, quoi. Et donc, je me dis, bon, je vais pas faire Toronto. Donc, j'ai les entretiens avec Montréal, Vancouver et Calgary. Et Calgary, c'était une ville qui m'avait un peu intéressée, en fait, en 2010, justement. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, comme ville, un peu cow-boy et tout, personne n'y va, pourquoi pas, quoi. Et donc, j'ai plein d'entretiens, en fait, avec Calgary. Et à l'époque, il y avait le boom du oil and gas, là, donc qui est le pétrole, voilà. Donc, il y avait un gros boom. Et parce que c'était très très cher et tout, et donc ils cherchaient beaucoup de gens et dans le marketing.
Et en fait, Calgary, c'est une ville où il y a beaucoup de gens qui sont ingénieurs, qui travaillent justement dans le pétrole, mais il n'y a pas spécialement de gens qui sont dans le marketing, parce que les gens dans le marketing sont à l'Est. Et donc, moi, je postule à une université et je me dis, bon, jamais de la vie, ils vont me recontacter parce que l'université, bon, c'est à l'ancienne et tout. Et en fait, non, ils me recontactent et je passe les entretiens par Skype. Donc, je passe 2 ou 3 entretiens. Et le Canada, ça va très vite. Donc, ils me disent, est-ce que vous pouvez être là dans 2 semaines? Donc, moi, j'étais à Paris, Paris, Calgary, il y a 8000 bornes, voilà. Et je leur dis, je sais pas trop, parce que 2 semaines, c'est quand même vachement court, quoi. Bon, en fait, à Paris, il faut savoir qu'on n'avait pas pris d'appart, on était chez mes beaux-parents parce qu'on savait qu'on était un peu entre 2 trucs. Et donc, je m'étais dit, s'il y a une opportunité, j'ai pas envie d'avoir mon bail et tout et de dire, non, je peux pas basculer à ça. Ouais. Et donc, je leur dis, moi, je peux venir dans 1 mois, si vous voulez. Et donc, on repart. Donc, je dis à mon mari, ça y est, je trouve un boulot à Calgary, donc faut y aller, quoi. Et en fait, ce qui était super, c'est que mon mari, à l'époque, il bossait pour une boîte, donc là, vraiment dans son domaine. Et cette boîte, en fait, il connaissait en fait une boîte à Calgary qui venait d'embaucher son président, qui était français. Enfin, qui était français, mais qui habitait aux US depuis très longtemps. Et donc, ils disent, si tu veux, on te fait passer un entretien pour cette boîte canadienne à Calgary, et si ça marche, t'es embauché, quoi. Donc, on se dit, super. Donc, mon mari, il passe l'entretien, et il a le boulot, quoi. Donc, on arrive à Calgary, on a 2 boulots, en fait, dans nos branches respectives, donc super. Et j'avais réussi, en plus, à aussi obtenir un logement. Enfin, non, j'avais pas pris un logement de l'étranger, parce que ça, je le recommande pas d'ailleurs. Mais par contre, j'avais organisé des visites pour quand j'étais arrivée, donc limite le même jour. Donc, Paris-Calgary, il faut savoir que c'est 10 heures de vol, 11 heures de vol même. C'est pas forcément en direct. Donc, on arrive et tout, et on se dit, allez, vas-y, on va faire les visites, quoi. C'est genre 3 heures du matin en France. Et on y va, et donc, on tombe sur un propriétaire. Nous, on lui disait, voilà, on a 2 jobs. Bon, effectivement, on était en France avant, mais on était à Toronto juste avant. Et donc, lui, il nous dit, ouais, il n'y a pas de souci, c'est bon. Ouais. Et en fait, ce qui était marrant, c'était que quand je passais mes entretiens à Calgary, les entreprises pensaient que j'étais une Canadienne en France. Et ils me disent, mais tu as eu un job en fait en France et tout. Je dis, non, moi je suis française, j'étais revenue et tout pendant 9 mois. Et ils me disent, ouais, mais t'as le visa quand même. Je dis, oui, non, mais j'ai la résidence permanente. Et d'ailleurs, 1 an après ça, en fait, je suis devenue canadienne pour le coup. On a fait la demande pour devenir canadien. Et donc, je crois que c'était 1 an après notre retour, on est devenu canadien pour le coup, parce que on s'est dit, bon, si un jour on repart et tout, j'ai pas envie de m'embêter avec les papiers, refaire la résidence, parce que la résidence, elle est pas, c'est pas valable tout le temps, forcément. Donc, on a fait ça et on s'est dit, voilà, comme ça, maintenant, on est tranquille. Le Canada, on pourra toujours y revenir. Ouais, exact. Et je rebondissais aussi, on a parlé aussi un petit peu des logements, des choses comme ça. Nous, on a beaucoup de gens qui vont au Québec, au final. Pour donner un ordre d'idée, le minimum de l'apport qu'il faut faire au Québec, c'est 5%, donc c'est quand même plus bas que les fameux 20%. Alors ça, c'est 20% au-dessus $1 million. Si tu es en dessous, c'est 5%, ouais. Ok, donc là, c'est bon. Et puis nous, aujourd'hui, là, dans l'équipe, on a des courtiers hypothécaires qui ont l'habitude. Aujourd'hui, c'est des choses qui se font… Non, au Québec, il y a des tranches aussi, ça dépend c'est ça. Du prix du bien. Et donc voilà, c'est beaucoup plus abordable, mais en tout cas, on a des gens qui arrivent au Québec et qui sont propriétaires au bout de j'ai pas envie de dire quelques semaines, mais quelques mois, ça peut aller très très vite. Donc, d'accord. Ouais, je sais pas si c'est aussi facile ici. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'accords avec le Québec quand même. C'est ça, il y a beaucoup de facilité avec le Québec. Parce qu'en fait, quand on est quand on est dans une province anglophone, en tout cas Calgary, encore une fois, Calgary, il y a très très peu de Français, c'est tout basé sur le credit score en fait. Donc le credit score, c'est quelque chose qui se construit avec les cartes de crédit. Donc il faut avoir plusieurs cartes de crédit souvent pour monter le score, etc. Et donc souvent on dit à part si vous avez minimum 1 an de crédit, on va pas vous accorder un prêt, quoi. Donc nous on avait 3 ans de credit score, enfin 4 ans quasiment d'ailleurs. Et c'est grâce à ça qu'on a pu avoir un prêt, mais bon, je pense qu'on peut l'avoir quand même au bout d'1 an. On connaît des gens qui ont acheté au bout de 6, 8, 10 mois, même en PVT. Je pense qu'on peut, il va y avoir des systèmes.
Et pour donner un peu, il y en a certains qui sont habitués là, mais dans les gens qui regardent la vidéo, effectivement, au Canada, c'est le credit score. Donc, quand en France, on va demander, par exemple, d'avoir un CDI et une situation stable pour accepter de prêter de l'argent à quelqu'un, au Canada, c'est différent. C'est qu'on regarde votre score, c'est-à-dire vos remboursements de crédit. Donc, dès que vous utilisez votre carte de crédit, même pour faire vos courses, si vous remboursez dans les temps, si vous en servez correctement, vous avez une bonne note. Et après, ils ne vont pas forcément regarder votre situation. Enfin, ils regardent aussi, mais ils vont se dire, OK, c'est quelqu'un qui rembourse bien et dans les temps. Et donc, ils vont vous prêter beaucoup plus facilement de l'argent. C'est ça, voilà. Et alors, moi, donc, quand j'ai eu... Parce que nous, on a eu 2 maisons, en fait. Donc, on a eu notre première maison quand moi, j'étais employée encore. Donc, là, c'est facile parce qu'en fait, il faut simplement une lettre de l'employeur qui dit, voilà, elle travaille bien chez nous, elle gagne tant. Je crois qu'il faut peut-être une preuve ils appellent ça les pay slips. Donc, ils montrent en fait combien on est payé aux 2 semaines, parce que souvent, c'est aux 2 semaines qu'on est payé. Donc, il y avait ça. Par contre, moi, après, mon deuxième prêt, je l'ai fait en tant qu'entrepreneur, donc ce qu'on appelle business owner au Canada anglophone. Et alors là, par contre, ils m'ont demandé vachement de preuves. Ils m'ont demandé tous mes comptes en banque, combien je gagne, la preuve de combien je gagne et tout et tout. Donc là, il y avait beaucoup plus de choses à montrer. Bon, forcément, parce que quand on est business owner, c'est pas dire grand-chose. On peut gagner 0. Donc voilà, donc j'ai eu beaucoup de choses à montrer. Je crois qu'ils voulaient même voir mon compte PayPal et tout. Parce que j'avais des clients qui me payaient par PayPal, je crois. Donc ils voulaient voir, ils voulaient toutes les preuves et tout. Et au final, bon, ils ont accepté. En fait, la différence avec le Canada, c'est qu'un prêt, il faut savoir qu'un prêt, on peut être préapprouvé en 3 jours, quoi. C'est vraiment... alors, je pense pas qu'en France, en 3 jours, ils nous disent oui, quoi, quand même. Je pense pas. C'est plus long. Voilà. Et même aux États-Unis, en fait, c'est très long pour être approuvé. Mais alors, au Canada, c'est 1 semaine maxi, quoi. Ils vous disent en 1 semaine, on vous dit oui ou on vous dit non. Et donc, en fait, au Canada, avec les données que vous leur soumettez, ils vont vous donner, en fait, un maximum d'emprunts que vous pouvez faire. Il faut savoir que la plupart des Canadiens, en fait, vont utiliser ce maximum en disant, vu que j'ai 600 000 $, je vais utiliser 600 000 $. Mais en tout cas, nous, on avait un maximum. On s'est dit, non, mais on va être en dessous, comme ça, on est tranquille. Mais vous avez un maximum. C'est-à-dire que vous pouvez, forcément, vous ne pouvez pas aller au-dessus. Ouais. Mais c'est quelque chose, en 3 jours, vous avez la réponse, quoi. Moi, même en tant que business owner, ils m'ont donné la réponse tout de suite. Ils m'ont dit, oui, voilà, c'est tel montant que vous pouvez utiliser. Et après, donc, en fait, si vous voulez, il y a deux façons de le faire quand vous achetez une maison. C'est-à-dire, soit vous êtes préapprouvé déjà. Donc là, ils vérifient tout, donc le credit score, etc. Il faut savoir que dès qu'ils font une recherche sur le credit score, ça fait baisser un petit peu votre credit score parce qu'ils font une vérification. Donc, il ne faut pas en faire trop souvent. Voilà. Donc ça, c'est tous des trucs, il faut apprendre comment ça fonctionne parce que c'est très, très complexe. Mais quand on sait, on sait. Mais voilà, c'est très complexe. Donc souvent, en fait, les agents immobiliers vont vous dire, est-ce que vous êtes préapprouvé? Parce que sinon, ils n'ont pas envie de vous faire visiter des maisons en imaginant vous visiter une maison à 500 000. En fait, vous êtes préapprouvé pour 300. Eux, ça leur fait perdre leur temps. Donc, ce que vous faites, en principe, vous vous faites préapprouver. Et donc, la banque vous a déjà dit, OK, vous pouvez avoir tant. Et donc, en fait, vous savez exactement si une maison vous intéresse, vous pouvez commencer la négo. C'est-à-dire que si vous visitez une maison à 650 et vous avez 600 maxi, vous savez exactement qu'il va falloir que vous soyez en dessous. Donc, voilà. Sinon, l'autre option, c'est de ne pas être préapprouvé, de trouver la maison et après de dire, OK, je vais me faire préapprouver. Le problème, c'est que quand vous faites une offre sur une maison, je crois que vous avez, il me semble que c'est, en tout cas à Calgary, c'est 2 semaines pour avoir le prêt qui est accepté et faire ce qu'on appelle inspection. Donc, c'est-à-dire, ils viennent vous avez quelqu'un qui vient vérifier si la maison, il n'y a pas des gros soucis, etc. Et il faut savoir que pour faire ça, vous mettez un down payment, c'est-à-dire que vous mettez un apport que vous donnez donc à l'avocat de la partie du vendeur en disant, voilà, regardez, on est sérieux, on a mis tant. Donc, il faut savoir que parfois, vous avez des vendeurs qui veulent absolument, des acheteurs, pardon, qui veulent absolument avoir la maison. Donc, ils peuvent mettre, surtout, ça se voit à Toronto, il y a des gens qui peuvent mettre 100 000 $ de down payment. Voilà, ils disent, voilà, là, nous, on est vraiment hyper intéressés. Il faut savoir que si votre prêt, il n'est pas approuvé, si vous n'êtes pas préapprouvé ou qu'il y a un problème, vous perdez les 100 000 $. C'est-à-dire que ces 100 000 $, ils partent au vendeur. Donc après, vous pouvez vous arranger avec le vendeur pour récupérer les 100 000 $ s'ils veulent, mais légalement, vous les donnez. Donc, il se passe, surtout pendant le Covid,
en 2020, vous avez eu des gens donc, qui étaient préapprouvés avant Covid, qui avaient mis un down payment, on va dire 20 000 $. Les gens perdent leur travail. Donc après, la banque vérifie pour être sûr qu'ils vous donnent encore le prêt. Et après, quand ils apprennent que vous n'avez plus de travail, ils disent ah bah non, on refuse le prêt. Ouais, non. Vous perdez 20 000 $. Voilà. Donc, ça, c'est... Bon, on va attendre un peu avant d'acheter une maison de notre côté. Ça, c'est ce qui se passe. Ouais. C'est assez particulier, hein, mais vous perdez vraiment l'argent. Je vois ça. Donc, mais écoute, et puis, après, on ne va pas te garder infiniment, mais on voulait quand même… moi, je sais, on avait échangé un petit peu. Toi, tu as eu tes enfants au Canada, puis tu m'avais dit que aujourd'hui, c'était le Canada, puis pas de retour en France prévu du tout. Ouais. Si tu pouvais nous dire rapidement pourquoi rester au Canada, pourquoi pas avoir envie de rentrer en France, c'est quoi un petit peu ces avantages que tu as trouvés ici? Ouais, absolument. Déjà, c'est vrai que nous, on a… Bon, alors après, moi, je dis, si on était resté en France, peut-être qu'on aurait eu la même situation aussi, hein, avec de bons boulots et tout. C'est difficile à dire, parce que forcément, nous, on est partis, on avait 24 ans, donc c'est difficile de se faire une grosse situation en France quand on a 24 ans. Mais en tout cas, au Canada, c'est vrai que ça marche bien pour nous. Et puis moi, je travaille beaucoup avec les États-Unis, en fait, avec mon business. Donc forcément, quand on est en France, c'est quand même plus difficile parce qu'il y a les fuseaux horaires, donc c'est compliqué. Et puis, il faut savoir que moi, mes enfants connaissent très, très peu la France. Donc, la dernière fois que j'étais en France, c'était en 2017. Donc, ça fait quand même 5 ans. Ma fille n'a jamais été. Mon fils a été une fois. Et du coup, ils connaissent pas du tout, quoi. Donc, pour eux, quand mon fils a été en France, pour lui, il regardait comme ça, il disait, c'est quoi ça? C'est super bizarre. Les gens parlent français et tout. C'est complètement différent. Donc, en fait, eux sont pas du tout habitués à la France. Ils parlent français? Mon fils le parle un petit peu, mais pas très bien, honnêtement. Pourtant, on parle français à la maison. Mais les enfants sont pas dans le système francophone. Donc, ils sont vraiment tout en anglais. Ils pourraient être dans le système francophone, mais on a l'école juste à côté, à 5 minutes à pied. Donc, moi, j'ai dit non, on va les mettre en anglais. Et puis, mes enfants, parce que mon fils a 6 ans, lui, il a la mentalité vraiment canadienne, quoi. C'est-à-dire, il n'est pas du tout français dans sa tête. Donc, il s'en fiche d'Mbappé, mais il aime les Flames de Calgary au hockey sur alors, il aime bien le PSG, parce que son père aime bien le PSG, mais il a jamais vu. C'est juste qu'il trouve ça cool. Il a la casquette parce que ma sœur aime bien le PSG aussi, donc elle avait ramené la casquette du PSG. Mais il ne connaît pas, quoi. Sinon, voilà. Après, il connaît, on regarde des émissions françaises et tout, mais mon fils, c'est quand même, dès qu'il lui regarde des trucs, c'est tout en anglais, quoi. Il ne regarde rien en français. Ouais, quoi. Donc c'est vraiment le futur est au Canada, quoi. Ouais. Je dis Canada ou États-Unis parce que ça serait 2 pays, ça serait un autre pays où à la limite qui est quand même similaire au Canada et où pourquoi pas, parce que voilà, passer 25 ans d'hiver au Canada, honnêtement, je sais pas qui le fait. Hein. Enfin, bon, j'ai déjà passé 12, donc je vois pas trop, moi, la retraite, passer ma retraite à l'hiver à Calgary, quoi. C'est sûr que non. Pour les gens qui regardent, même les Canadiens ou les gens qui restent même les Canadiens toute leur vie, il y a beaucoup le phénomène qu'on appelle les snowbirds, donc les gens qui vont passer leur hiver, en fait, leur 1 mois, 2 mois, 3 mois d'hiver, ils vont passer dans le sud, en Floride, en Arizona, beaucoup. Ah oui, non, mais les Canadiens, ils ne supportent pas non plus. Hein, Il y a des Québécois partout. Vous pourrez parler français partout. Non, les Canadiens détestent aussi l'hiver. Hein. Bon, les pauvres, ils n'ont pas le choix. Hein, mais oui, non, il n'y a que personne qui aime l'hiver, il faut être honnête. Quoi. Surtout ici, quoi. Surtout à Calgary. Ouais, donc, c'est ça, c'est non, mais faut être honnête. Hein, on ne vient pas pour le temps, hein, c'est sûr. Hein. Voilà. C'est ça, c'est que nous, on a beaucoup de gens, puis même nous, personnellement, moi, j'adore l'hiver, par exemple, et les activités d'hiver, mais c'est comme tu disais, c'est que c'est long et que forcément, ça peut être éreintant et que les gens, en général, au bout d'un moment… En fait, l'hiver, c'est cool. Moi, quand ma soeur, elle vient l'hiver, elle vient à Noël, il y a de la neige, 2 semaines, elle dit « Ah, c'est beau et tout ». Je dis « Ouais, mais imagine 6 mois, quoi ». Elle me dit « Ouais, non, je pense pas, par contre ». Donc, en fait, c'est cool. Au début, on se dit « Ça va ». Et puis, après, il se passe 6 mois, on est là « Ouais, c'est un peu chiant, par contre ». Donc, du coup, voilà. Mais bon, donc oui. Ouais, excuse-moi. Non, mais ce que j'allais dire, c'est… peut-être après, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, ou même Sébastien, toi, tu en avais que je n'avais pas dit, ce qu'on avait noté. Mais
Si on arrive vers la fin, si tu avais un conseil un petit peu, alors effectivement, c'est pas du tout la même période. Toi, tu as immigré il y a très longtemps, etc. Ouais. Mais par rapport aux gens que tu connais encore aujourd'hui, si tu avais un conseil ou deux pour les gens qui aimeraient venir au Canada, puis même quand ils arrivent ici, des bons réflexes, ça serait quoi? Oui, c'est une bonne question. En plus, parce que moi, je vais répondre. C'est un peu compliqué aussi pour moi de répondre, parce que moi, comme j'ai dit, j'ai immigré, j'avais la petite vingtaine. Donc, on a beaucoup moins d'expectations, comme on dit en anglais, quand on a cet âge-là. Je pense que quand on a. Maintenant, je me rapproche plus rapidement des 40 ans, donc ouais, c'est quand même vachement différent. Mais je pense que quand on est jeune, on se dit bon si ça marche pas, c'est pas grave, on rentre en France. D'ailleurs, on était parti comme ça, on s'était dit on verra, 6 mois, ça nous plaît pas, c'est pas grave, on rentre. Là, j'ai mes 2 enfants. Et moi, d'ailleurs, j'ai connu des gens qui ont immigré ici, ils avaient 35-40 ans, même plus que ça, et qui avaient plusieurs enfants. Il y en a qui viennent, ils ont 3-4 enfants, donc c'est quand même, voilà, c'est... Et pour les enfants, moi, ce que je vois en tout cas, c'est que les parents, souvent, c'est leur grand truc quand ils immigrent au Canada, c'est super et tout. Les enfants, c'est pas toujours forcément la même chose, quoi. Les enfants, ils ont déjà leur vie bien installée comme ça en France et tout. Alors quand ils sont petits, ça va. Quand ils sont plus grands, je l'ai vu, j'ai une copine qui a ses enfants, ils ont 13 et 15 ans maintenant, et ils ont eu beaucoup de mal vraiment à s'habituer au Canada. Donc, je dirais que je pense que c'est quand même quelque chose il faut pas négliger, parce que le Canada, c'est quand même très, très différent de la France. Alors, le Québec, effectivement, moi, n'y ai pas vécu. Donc, voilà. Mais bon, le Québec, ça reste quand même le Canada en français. Donc, voilà, les habitudes sont quand même canadiennes. Il y a le côté, effectivement, où on mange à 17h45 le soir, on se couche beaucoup plus tôt, le matin, on se lève à 6h. Alors, par contre, la journée, elle finit beaucoup plus tôt, elle finit vers 4h30. Mais l'école, c'est pareil. En tout cas, moi, à Calgary, l'école finit quand même assez tôt. Le midi, il faut aller chercher mon fils parce qu'il n'y a pas la cantine et tout. Ou alors, il faut leur faire leur lunch, leur boîte à lunch. Là. Donc, il y a quand même beaucoup de différences avec la France. Et puis, c'est vrai je pense qu'il y a quand même beaucoup moins d'aide en France. Et la vie est quand même excessivement chère au Canada, ça faut être honnête. Et puis, il y a un truc, je pense que les gens ne pensent pas forcément, mais on n'a pas l'aide de la famille, ça c'est clair. Au Canada, on n'a pas... à part si vous avez la famille qui habite avec vous au Canada. Mais sinon, c'est vrai que par rapport à la France, où on peut être aidé par la famille, ça ne va pas être quelque chose qui va être souvent au Canada. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça auxquelles il faut réfléchir et auxquelles, forcément, moi, je n'avais pas besoin de réfléchir parce que je n'avais pas d'enfant à l'époque, donc je m'en fichais. Mais si un jour, je me disais, tiens, je rentre en France, c'est effectivement des points auxquels je réfléchirais, parce que mes enfants, aller dans un système français, parce que le système de l'école n'est pas du tout pareil d'ailleurs, aller dans un système français, c'est vrai que je me dirais, ils n'ont pas du tout l'habitude, quoi. Enfin, ouais. Donc voilà, donc il y a beaucoup de points. Je dirais, voilà, quand on a des enfants qui sont pas négligés. Après, quand on n'a pas d'enfants, bon, je pense que c'est un peu l'aventure. Après, je pense qu'il faut pas forcément s'attendre à trouver un boulot dans sa branche tout de suite. Ça peut prendre du temps. Mon mari, ça lui a quand même pris 4 ans. Donc, voilà, c'est pour donner un ordre d'idée. Mais en même temps, encore une fois, nous, on avait 24 ans, on n'avait pas beaucoup d'expérience. Donc, je pense que si vous arrivez, vous avez une tonne d'expérience et puis vous avez la quarantaine, c'est peut-être beaucoup plus facile qu'effectivement quand vous allez à vingtaine. Voilà, donc il y a tellement de... C'est ça. De toute façon, là, je rebondis aussi là-dessus. Ça rejoint un petit peu ce qu'on dit très régulièrement. L'objectif, c'est d'être accompagné, d'avoir un maximum d'informations. Voilà. Quand nous, on propose là chez Canada Explorer d'être dans une communauté, c'est ça en fait, c'est qu'on pose ces questions, on prend ces informations, on sait comment ça s'est passé pour un tel ou un tel, et du coup, ça peut facilement nous rassurer puis nous aider. Donc c'est ça la clé. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Quoi qu'il arrive aussi, pour terminer, je voulais dire que toi aussi, Lisa, tu avais lancé un blog. Donc, on va partager cette vidéo puis vers nos adhérents, puis on va la partager aussi de notre côté. On mettra le lien. Donc, c'est French with Benefits. .fr, c'est ça, voilà. Où ça raconte
ça revient en 2010 jusqu'à maintenant. Donc, vous verrez, il y a une évolution quand même dans ce que j'écris aussi. Un peu, on arrive et on a des yeux un peu émerveillés comme ça. Après, 12 ans après, bon, c'est notre vie. C'est bon, c'est un peu différent, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant parce que c'est 12 ans de partage C'est ça, ben non, mais ça peut être une petite bible à suivre et puis à regarder en fonction de là où on en est. Donc, je vais mettre le lien. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre un petit commentaire sur les articles. Comme ça, Lisa pourra vous répondre. De notre côté, c'est la même chose. Hein, c'est les gens qu'on accompagne. N'hésitez pas à venir vers nous poser les questions. On a toujours notre beau programme Canada Explorer là, pour accompagner justement les gens qui rêvent de Canada et d'être un petit peu accompagnés par une communauté, des professionnels. On a tout ça, mais on en parlera de vive voix, ça sera beaucoup plus pratique. Je crois qu'on a fait le tour. Il y a quelqu'un qui est parti qui nous a dit merci du témoignage, c'était très intéressant. Donc en tout cas, nous, on te remercie aussi. Je crois qu'on avait fait le tour, non, Bastien? On était bon. Hein. Ah, t'as plus ton micro. Ouais, j'ai dit non, c'était vraiment cool. Super. Okay. Écoute, j'espère que l'été s'en vient à Calgary. Il prévoit quand même 25 degrés la semaine prochaine, donc ça a l'air. Alléluia. Il peut toujours y avoir 10 degrés au mois de juin, donc on ne sait pas. Non, c'est un peu. Mais après, c'est vrai que non, mais le temps, c'est vrai que je l'ai pas bien vendu. Mais ça, c'est vrai, c'est une réalité. Hein. Le temps est pourri. Non, mais je vous le dis. On se rattrapera. Là, on est passé de la phase radiateur il y a peut-être 3-4 semaines au Québec à la phase clim. Mais ça, il y a peut-être 2 semaines où ça va. C'est vrai. Mais ça, c'est une réalité. Le temps est pourri à Calgary. Après, comme je l'ai dit, les hivers sont quand même... Moi, je les trouve mieux qu'à l'Est. Après, les étés, moi, je préfère quand il fait très chaud. Mais après, Calgary, c'est aussi des super paysages. Vous pouvez faire, si vous aimez bien la rando, il y a quand même beaucoup de choses à faire. C'est une ville qui est quand même dynamique et tout. Donc, voilà, c'est quand même... Il faut savoir que c'est quand même une ville, il y a 1,3 million d'habitants à Calgary. C'est quand même une grosse ville. Hein. Donc, voilà. Alors après, ça n'a rien à voir avec Montréal et Toronto ou même Vancouver, parce que Vancouver est beaucoup plus petit, mais est fait différemment. Calgary, c'est une ville où c'est un tout petit downtown, en fait. Il y a très peu de grandes tours. Et après, c'est que des maisons, quoi. C'est que des gens qui habitent. Donc, il n'y a pas énormément à faire dans le downtown si vous comparez à des villes hyper actives comme Montréal ou Toronto. Mais après, voilà, c'est une ville. Je pense que c'est quand même une ville un peu différente. Il y a une nature à portée de main qui est quand même... voilà, c'est ça. Et puis, c'est une ville qui est vachement bien pour les enfants. On a un système, l'éducation, je crois, qui est numéro 1 au Canada, en Alberta. Système de santé est très, très bien. Je crois que ça, au Québec, par contre, c'est pas terrible. Voilà, et nous, on a... nous, on a un système de santé qui est super, par contre, en Alberta, du fait qu'il y a beaucoup moins de monde déjà. Et puis je pense que c'est mieux payé qu'au Québec. Donc, je pense qu'il y a peut-être plus de gens qui veulent venir pour faire médecin, par exemple. Et donc, on a un super système, quoi. Même pour voir des spécialistes, ça prend pas beaucoup de temps d'attente, honnêtement. Même versus Toronto, parce que moi, j'ai vécu à Toronto. Le système de santé n'est pas génial, il faut être honnête. Et ici, c'est le jour et la nuit, quoi. Vraiment, Calgary. Pour les gens qui regardent, c'est la province aussi du pétrole. C'est une province très, très riche, l'Alberta. Voilà, c'est sûr que les salaires sont bien plus élevés. Comme on disait, il y a aussi des prix. Le coût de la vie est beaucoup plus élevé. Quand on dit que le coût de la vie est très abordable au Québec, là, c'est moins le cas. Là, c'est beaucoup moins le cas. Ouais, c'est beaucoup moins le cas. Par contre, vous avez les taxes qui sont qu'à 5%. Le Québec, je crois que c'est 14,75, quelque chose comme ça. Ouais, il y a moins de taxes. Les taxes, donc on a quand même 3 fois moins de taxes en Alberta. Le prix de l'essence, c'est beaucoup moins cher. Il y a des choses qui sont moins chères. Après, pour manger, je pense que c'est quand même plus cher ici qu'au Québec. Et puis, au Québec, vous avez beaucoup de choses qui viennent de l'Europe. C'est vrai que nous, on n'a pas beaucoup quand même. Faut être honnête. Mais après, en avion, vous pouvez aller à Vancouver, c'est à 1 heure. Vous pouvez aller skier à Calgary, c'est pas loin. Vous avez la Californie qui est à 3 heures d'avion. Vous avez le Colorado qui est pas très loin non plus. Donc, en fait, ça vous ouvre beaucoup d'options sur l'Ouest. Voilà. Après, faut aimer le West Coast, quoi. Bon, Calgary, c'est pas vraiment West Coast parce qu'on est plus montagne. C'est plus comme le Colorado. Pas loin.
voilà, c'est pas loin. Ouais, mais effectivement, si vous aimez bien l'ambiance West Coast, si vous aimez bien Vancouver, c'est quelque chose c'est 1 heure d'avion, même pas, quoi, pour y aller. Hein. Par contre, c'est pas donné, hein, l'avion au Canada. Il y a beaucoup moins de gens qui le prennent, donc c'est plus cher. C'est pas cher. Voilà, c'est ça. C'est pas cher. C'est moins cher d'aller aux États-Unis que d'aller au Canada. Hein. Voilà. Tant mieux pour l'environnement, au moins. Voilà, moins l'avion. Voilà. Et par contre, les voitures, c'est vrai que Calgary bon, on a Edmonton qui est au nord, qui a 3 heures, et après on a le Montana, mais pour aller à Vancouver, il y a quand même 12 heures de voiture, donc c'est pas à côté. On est un petit peu au milieu, comme ça, l'Alberta, un peu au milieu des plaines, d'ailleurs, on appelle ça les plaines, les prairies, pardon, et on a Alberta, Saskatchewan et Manitoba, qui sont 3 régions où il y a en fait pas mal de plaines, et c'est pas très habité. Donc voilà, mais voilà, on appelle ça. Pour l'avoir traversé en stop avec Bastien, on l'a fait tous les deux de notre côté. Ah oui, vous avez fait ça, ouais. On s'endort, 10 heures après, tu as l'impression d'être au même endroit. Manitoba, il n'y a rien. Absolument. Mais justement, Calgary, j'ai souvenir de cette ville où on arrive enfin devant les montagnes. C'est ça. On arrive au très bout. beau. Là, c'est magnifique. C'est très joli. On arrive et puis même nous, là, on est dans une section de Calgary où on prend l'autoroute et on voit les montagnes en fond. Donc c'est quand même, voilà, c'est une situation qui est assez extraordinaire. Et puis on est à 1 heure pour aller à la montagne, quoi. Ouais, non, c'est clair. Donc pour ça, c'est super. Donc, après, ça dépend si vous aimez, est-ce que vous aimez la nature ou plus la grande ville. En fait, c'est ça aussi le Canada, c'est choisir. Qu'est-ce qu'on préfère, voilà. Et bon, il y a quand même plusieurs options au Canada. Si le Québec ne vous convient pas, il y a d'autres choses. Mais après, c'est toujours le coût de la vie. C'est vrai que le coût de la vie au Québec est beaucoup moins important que la plupart des autres provinces, les grosses provinces. Parce que bon, Manitoba, je ne suis pas trop sûre, mais voilà. Donc il faut savoir ce qu'on veut faire. Mais c'est vrai que la plupart des Français vont au Québec. Donc voilà. Ça. Et ça, moi, j'ai pas d'expérience là-dessus. Je pourrais pas. On prend le relais. Voilà, c'est ça. Je pourrais pas vous aider là-dessus. Moi, je suis plus rock, reste au Canada. Voilà. Écoute, en tout cas, on voulait te dire un gros merci pour ton temps. Merci beaucoup. Ouais. Absolument. On reste bien en contact et puis on s'écrit très vite et ça fait plaisir de faire des choses avec toi. Donc, absolument. À l'occasion, on refait quelque chose. Ouais, carrément. Écoutez, j'espère que ça vous aura apporté peut-être des réponses à vos questions. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez me contacter personnellement, il n'y a pas de souci. Et puis, nous, on va bien relayer ton blog, comme ça aussi les gens pourront derrière te contacter à toi directement. Super, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, merci à toi. Bonne journée à toi. Et puis, voilà. À bientôt. À bientôt. Salut.